un État Mhm. a-t-il le droit de ne Mhm. pas déclarer une dette? Pour moi, on peut pas dire que délibérément ça a été fait. Certes, l'ancien régime a une part de responsabilité dans tout ce qui a été fait, mais Mhm. l'actuel régime aussi a une très grande part de responsabilité dans le fait que euh, la réputation d'un pays, et comme je l'ai dit, qui était très crédible, qui avec le Rwanda était des pays très crédibles, Mhm. a été mise à sac pour la simple et bonne raison d'un règlement de compte politique. On ne peut pas toujours rattacher la sortie de ce gouvernement-là à la politique. Moi, je dis, ils ont osé venir dire qu'ils vont gouverner, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, Dans la stricte dans transparence. la transparence. Ouais. Donc, ils ont le droit actuellement de dire aux citoyens sénégalais ce qui se passe réellement. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Bonjour Mohamedou Lamine. Bonjour Marem. Fogole séeréer mbexe sin nanu. Merci Marem. Manding ko pour sama mbokk yi. Non, beneen bi laa dégg bi nga njëkk a wax. Ce sera une discussion ouverte de temps à autre qu'on aura entre toi et entre deux amis qui ont tous les deux fait la FASEC et qui sont tous les deux dans des secteurs d'activité différentes. Toi, tu gères une entreprise de com, moi je suis dans la logistique minière et dans d'autres domaines. Et nous sommes mus par un seul intérêt, le bon devenir de ce pays. Donc, ce sera des discussions pour donner nos avis, nos différents avis, quant à certaines choses qui ont cours dans ce pays. Donc, qui ont cours à ce pays, je vais rebondir sur la question actuelle. Je ne parle pas de I Miss You, mais je parle de Miss Reporting dont on voit les débats. Oui, c'est une chose qui fait débat depuis plus d'un an maintenant, je pense. L'origine trouve une déclaration du Premier ministre quand le nouveau gouvernement a cédé au pouvoir, annonçant la découverte d'une dette supposée cachée. Je pense que depuis un peu plus d'un an, ça bloque le pays sur bien des domaines et ça fait parler beaucoup de monde. Il est vrai que ce qui a changé entre-temps, c'est que maintenant les FMI s'est mis à parler de misreporting. Mais tout en parlant de cela, je pense qu'il faudrait bien que l'on s'arrête sur certains points. Et là, moi, je me permets de te poser une question, Marem, avant que ta question ne vienne, ou bien je te laisse poser ta question et tu me Je vois. préférerais quand même. Hein? Bon, c'est un peu mélangé, disons. Quoi. Moi, j'aurais bien aimé comprendre. Peut-on parler de dette cachée? Et si on parle de dette cachée, qu'est-ce qu'on appelle dette cachée? Pour moi, c'est la communication qui n'a pas été bonne depuis le début. Quand je dis que la communication n'a pas été bonne depuis le début, c'est que dans l'imaginaire populaire, beaucoup de Sénégalais s'imaginent qu'il y a eu à peu près 4500 milliards qui ont été détournés et volés. Dès que les Sénégalais ont entendu parler de dettes cachées, pour eux, l'argent a été détourné à des fins inutiles pour des politiques ou par des politiques, du moins pour moi. C'est-à-dire, tu es dans un projet, la banque te prête supposément 10 millions. Au-delà de ces 10 millions, tu t'es rendu compte en cours d'exercice que tu avais besoin de supposément 15 millions pour exécuter. Là, tu as besoin d'intrants, c'est-à-dire tu as besoin de papier, tu as besoin de caméras, tu as besoin d'encre et tout ce qui s'ensuit. Tu pars voir un fournisseur avec lequel tu travailles souvent, à qui tu demandes une dette. Est-ce que cette dette fournisseur, tu vas la communiquer à la banque, oui ou non? Ça dépend, comme je t'ai dit. Mais passons. Passons si tu dis que ça dépend. Mais dans la plupart des cas, les gens ne parlent pas de cette dette. Pour la simple et bonne raison qu'entre la dette fournisseur et la dette financière contractée à la banque, il y a une très grande différence. Mais au-delà de ça, il faut qu'on s'arrête un peu sur les formes de dette que l'État peut avoir accès. Toi, dans ton cas précis, tu peux avoir accès à une dette que l'État te fait, à une dette qu'un ami pourrait te faire éventuellement, que ce soit moi ou une autre personne. L'État, lui, a une multitude de formes de dettes auxquelles il pourrait avoir accès. Il y a les dettes bilatérales, il y a les dettes multilatérales, il y a les dettes, il y a ce que certains considèrent comme étant des dettes que certaines sociétés peuvent faire. Il y a les dettes bancaires, il y a les obligations. C'est les fameux eurobonds dont certains parlent. Il y a aussi les obligations locales. Au-delà de ça, je vais peut-être convoquer la situation de la Grèce, autant pour moi, qui a eu à faire appel à ce qu'on appelle les swaps. Les swaps, c'est des contrats directs qu'un État peut avoir éventuellement avec des institutions financières. Dans le cas du Sénégal, c'est les banques, c'est-à-dire l'État du Sénégal a contracté un prêt ou des prêts bancaires d'un montant cumulé de 2500 milliards qui n'a pas été comptabilisé. Si aujourd'hui on se permet de parler de 4500 milliards, ce n'est pas de l'argent qui a été éventuellement
détournés. Mais c'est comme toi, dans un cas de figure d'exécution de projet, tu t'es rendu compte du fait que les besoins étaient plus énormes que ce que tu avais prévu avant. Tu pars voir le fournisseur qui te fait un prêt. Dans le cas de l'État, c'était pratiquement les banques commerciales avec la Covid qui ont eu à prêter à l'État 2500 milliards. Au-delà de ces 2500 milliards, il faut aussi comptabiliser la dette des sociétés parapubliques, là où l'État n'intervient qu'en qualité de garant. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'argent que l'État a encaissé, mais l'État a émis des garanties à des sociétés comme étant la Sénélec ou bien l'AIBD. Et le cumul de cette dette allouée par les banques privées de ce pays, en sus des dettes des sociétés parapubliques, fait 4 500 milliards. 4 500 milliards qui aujourd'hui a été considéré comme par certains comme étant une dette cachée, par d'autres n'étant pas une dette cachée, car les règles de comptabilité auraient permis le fait que une dette des sociétés parapubliques peut ne pas être comptabilisée. Parce qu'à terme, ce qui va se passer, c'est que la Sénélec va rembourser sa dette, c'est aussi que l'AIBD va rembourser sa dette, et non l'État qui remboursera éventuellement. Donc pour moi, en tout état de cause, la polémique ne devait pas avoir lieu. Cette polémique, je pense, nous a plongé dans une situation très compliquée, situation qui vaut aujourd'hui depuis plus d'1 an, que nous empruntons à taux très, très, très onéreux. Et je me permets de rappeler une chose, le Sénégal et le Rwanda étaient les deux seuls pays d'Afrique qui n'étaient pas pétroliers à avoir accès au marché des eurobonds. Et nous, sous Macky Sall et pratiquement sous Wade, ou même sous Diouf, beaucoup de travail a été fait pour que nous puissions emprunter à des taux préférentiels, je dirais. Ce ne sont pas les taux du FMI, mais c'était des taux corrects. Je pense qu'en 2021, le dernier eurobond qui a été levé, 1347 milliards, a été levé à un taux de 5%. Et aujourd'hui, nous sommes à 7,5 hors commission. Donc, pour moi, personnellement, d'être caché ou pas, la polémique qui a suivi ce débat aurait pu être évitée pour que nous puissions tous vivre en bon terme. Un État a-t-il le droit de ne pas déclarer une dette? Je pense avoir convoqué tout à l'heure l'exemple de la Grèce qui utilisait des swaps dérivés. C'est-à-dire, si on prend l'exemple de la Grèce, c'est-à-dire que là-bas, le fait de ne pas enregistrer les swaps sur la dette de l'État a été fait délibérément en 2007. Ils ont eu des swaps qu'ils ont utilisés, mais les swaps leur donnaient un certain différé de comptabilité. C'est-à-dire les swaps contractés supposément en 2007 allaient se comptabiliser en 2010. Ça, c'est une ruse que les Grecs ont utilisée pour ne pas que dans leur dette, ces choses soient comptabilisées. Je peux aussi convoquer l'exemple de l'Italie, je peux convoquer l'exemple de l'Espagne, je peux convoquer l'exemple de la Côte d'Ivoire. Je peux convoquer un exemple où on voit des irrégularités dans l'enregistrement de certaines écritures publiques. Donc, pour moi, on ne peut pas dire que délibérément ça a été fait. Certes, l'ancien régime a une part de responsabilité dans tout ce qui a été fait, mais l'actuel régime aussi a une très grande part de responsabilité dans le fait que la réputation d'un pays, et comme je l'ai dit, qui était très crédible, qui avec le Rwanda était des pays très crédibles, a été mise à sac pour la simple et bonne raison d'un règlement de compte politique. Est-ce que nous, Sénégalais, nous devons payer les frais d'un règlement de compte politique? Pour moi, non. C'est pour ça que je dis que c'était maladroit de la part de l'actuel régime de sortir et dire que c'était une dette cachée. Et dans l'imaginaire populaire, au-delà même de ce fait d'avoir omis volontairement ou pas, parce qu'on ne peut pas actuellement savoir si l'enregistrement de ces flux a été volontaire ou pas, le défaut d'enregistrement, si ça a été volontaire ou pas. Mais on ne peut pas aujourd'hui aussi imputer à tous ces gens-là une volonté manifeste de mettre à terre ce pays. Nous sommes tous Sénégalais. Tu es Sénégalais, je suis Sénégalais. Tout comme toi, je suis sorti de la faculté des sciences économiques et de gestion. Je pense être un pur produit de ce pays. Je ne suis pas dans un certain sectarisme visant à diviser les Sénégalais en amoureux du pays et à des gens qui carrément détestent ce pays. Moi, je suis plus proche de la couche de population qui se dit aujourd'hui être très patriote pour la simple et bonne raison que je suis comme eux. Je suis carrément issu d'un quartier populaire. Je ne suis pas un héritier. Tout ce que j'ai eu dans la vie, je me suis battu pour l'avoir. Donc, pour moi, on devait outrepasser nos égos respectifs, outrepasser nos ambitions politiques et être dans un discours qui pourrait porter ce pays dans les lendemains meilleurs. Bon, moi, je ne suis pas trop dans le fait que ça soit politisé ou pas, mais il y a une chose qui a été dite par le nouveau gouvernement, d'ailleurs par le président de la République. Il dit il y a un choix qui a été fait. Le choix, ça a été de gouverner dans la vérité.
Et là aussi, il faudrait qu'on s'arrête sur un point. La finance internationale n'est pas une affaire d'enfant de cœur. Peut-être que ça choquera certaines personnes de m'entendre dire cela, mais il faut que l'on sache ce qu'on veut. Toi, tu es un pays d'Afrique, tu es dans un contexte qui t'est très défavorable, où les capitaux, il faut être en concurrence avec 100 000 pays, excusez-moi l'hyperbole ou l'exagération, pour pouvoir accéder à ces capitaux. Dans un contexte pareil, j'ai donné tantôt l'exemple de la Grèce, l'exemple de l'Italie, l'exemple de l'Espagne. On peut aussi donner l'exemple de la France récemment avec Bruno Le Maire. Quand Bruno Le Maire est venu et a trouvé des écarts sur certains points des agrégats économiques, il n'a pas crié au scandale. Il n'a pas dit que la France était dans une situation de dette cachée ou dette détournée, un truc comme ça. Bien au contraire, je pense que la conciliation s'est faite dans un ton apaisé avec les FMI jusqu'à ce que la France s'en est sortie au la main. Tout comme Bruno Le Maire a eu à le faire, ou tout comme Ouattara a eu à le faire dans le cadre de la Côte d'Ivoire, on aurait pu, ou bien tout comme la Mozambique s'était sortie de ce problème, pour moi, on aurait pu nous sortir de ce problème tout en ne brandissant pas cette logique de probité intellectuelle qui voudrait que l'on dise simplement la vérité. C'est un jeu qui est très ingrat, et dans ce jeu, souvent, il faut être ingénieux pour s'en sortir. Donc, dire la vérité, d'accord, c'est bien, c'est une très bonne chose, mais est-ce que dire la vérité quand des Sénégalais se meurent, quand l'investissement social est au plus bas, quand les prix grimpent, est-ce que ça en vaut réellement la peine de supposément dire la vérité? Est-ce que l'autre a menti aussi en ne pas mettant ces chiffres dans la comptabilité publique qu'il présente aux autres? On en revient toujours à cela. Toi, quand tu pars à la banque, la vente que tu présentes à la banque, ou bien le cash flow, que tu présentes à la banque, souvent, tu lises les chiffres. Ici, on lise tous les chiffres, quoi qu'on puisse dire. Donc, pour moi, c'était pas méchant. Je ne défends pas Macky Sall, je le précise parce que je ne suis pas de la paire. Mais pour moi, et je reconnais qu'il a une très grande part de responsabilité dans la situation que nous vivons, mais pour moi aussi, l'actuel gouvernement a été un peu trop dans le règlement de compte politique jusqu'à mettre ce pays dans une situation dramatique. Moi, je reviens à la dette. Moi, si on totalise la dette du Sénégal, j'aimerais bien savoir si on est dans une zone rouge, si la dette est soutenable. Bon, la dette continue d'être soutenable. Le Sénégal n'est pas en défaut de paiement. Être en défaut de paiement signifierait ne plus pouvoir respecter ses engagements. Et quoi qu'on puisse dire, le Sénégal est aujourd'hui encore dans les possibilités de régler ses engagements. Pour moi, la question ne devrait pas tirer trop dans le fait que ce soit soutenable ou pas. Pour moi, la question qu'on devrait se poser toujours aujourd'hui, c'est le fait que nous empruntons à coût très onéreux pour payer des dettes qui ont été prises à coût moins onéreux. Je m'explique. Aujourd'hui, nous empruntons à taux de 7,5 pour payer des dettes qui ont été contractées à taux de 5,7. Alors que c'est le contraire qui devrait être fait. Dans une logique de finance mezzanine, en ingénierie financière, quand on a un volume de dette accru qui est important, on cherche toujours sur le marché international des possibilités pour pouvoir contracter une dette à taux bien moins onéreux pour solder le reste et peut-être étendre le reste sur un espace-temps bien dédié. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit actuellement au Sénégal, c'est que, par exemple, je te dis tout à l'heure, en 2021, c'était un endettement avec un taux de 5,45. Je t'ai dit que le premier eurobond qu'on a levé dans ce pays en 2024 a été levé avec un taux de 7,45. Au-delà de ça, ça veut dire que la différence pratiquement de 2 points pour payer une dette qui a été empruntée à taux 5 points, ça ne justifie pas. Ce n'est pas un très bon choix financier. Et ce sont ces choix qui sont, pour moi, un peu douteux, qui risqueraient éventuellement de créer des problèmes dans ce pays. Pour la simple et bonne raison que, à long terme, ça va peut-être nous amener vers une crise de liquidité. Oui, mais bon, il y a un contexte qui a changé en 2024. Donc, moi, je me demande, est-ce que ce n'est pas à cause de ça que les taux d'intérêt ont changé? Non, parce que si on considère que c'est un pays pas solvable, un pays avec des tensions politiques. C'est pas la première des choses qui a fait grimper carrément les taux d'intérêt, c'est pas une question de solvabilité ou pas. C'est que le risque pays a été tendu. Voilà. Le risque pays est tendu au fait qu'entre 2021 et 2024,
Il faut le dire, nous avions eu énormément de tensions politiques dans ce pays. Chose qui a conclu au fait que d'abord c'était Standard & Poor's, après c'était Moody's, et qui ont considéré que le risque payé était devenu accru au Sénégal. D'où le fait que le taux d'intérêt grimpe. Maintenant, quand tu viens et que tu trouves une situation pareille, une situation qui est un peu compliquée vis-à-vis de certains organismes de financement, ou bien d'organismes de notation, mais la première des choses à faire, c'est de mettre balle à terre. On ne doit pas impérativement faire tout pour encore empirer la situation. Là, tu doubles. Risque payé dû peut-être à des instabilités politiques, en plus de supposer des tensions de trésorerie. Le cocktail ne va pas. C'est un cocktail qui va peut-être te mener à terre, au vu des conditions maintenant drastiques d'emprunt que le Sénégal a et que le Sénégal n'avait pas avant. L'augmentation du taux d'intérêt, moi, je l'aurais mis pas sur le dos du nouveau gouvernement, mais sur le dos des conditions auxquelles ils ont fait ces prêts-là, ces emprunts-là. Bon, on peut débattre de la légalité ou pas de ce que ces agences font. Toujours est-il qu'il faut reconnaître notre part de responsabilité dans la situation qui sévit dans ce pays. On a trop parlé de choses qui n'avaient pas lieu d'être discutées. Et aujourd'hui, nous payons les conséquences. Maintenant, peut-être sur un autre numéro, on parlera éventuellement des agences de notation et de leur façon de travail. Mais pour le moment, pour moi, la première des choses qu'on devrait faire, c'est d'abord chercher à se réconcilier avec les FMI, ensuite renégocier un nouveau plan de financement qui pourra éventuellement permettre de faire baisser les encours que nous avons, en étalant bien sûr ce que nous prendrons sur les FMI. Oui, pour rebondir un peu sur la question de l'FMI, le vrai rôle de l'FMI, on peut dire que c'est un partenaire de confiance pour le Sénégal ou bien un levier de tutelle financière. Bon, je l'appellerai pas un appareil de tutelle. Je ne pense pas que le FMI soit aujourd'hui un appareil de tutelle pour nous. Il faut que l'on dépassionne un peu le débat. C'est vrai qu'on est par les temps où les gens parlent trop de souveraineté et tout ce qui s'ensuit. Il faut aussi que l'on sache que nous sommes des pays pauvres, extrêmement pauvres. Je pense que le Sénégal, géographiquement parlant, a vu le jour. Pauvre avec du pétrole et du gaz. Oui, là aussi, c'est un débat qui a été mené, je pense, plusieurs fois. Les gens ont cru qu'avec le pétrole et le gaz, il suffirait de claquer des doigts impérativement pour que ce pays avance. Mais je donne un exemple simple. Actuellement, si on lit pratiquement la loi de finances initiale, on verra que l'augmentation de recettes qui proviendrait éventuellement de nouvelles taxes est plus importante que ce que rapporte le pétrole et le gaz. Je pense que le simple fait de taxer les jeux d'hasard, et là, il faut féliciter le gouvernement, le simple fait de taxer les jeux d'hasard et d'aller chercher d'autres niches va ramener à peu près 753 milliards. Chose qui à l'essence, est 10 fois plus important que ce que rapporte le pétrole. Pour moi, il y a un faux débat qui a été posé sur le pétrole et le gaz jusqu'à ce qu'il y ait une frénésie sociale. Les gens ont cru que ça serait fini pratiquement de leur dur labeur, juste parce qu'on a découvert un peu de pétrole et le gaz. Le Sénégal n'est pas dans le top 10 en termes de réserves, le Sénégal n'est pas dans le top 10 en termes de production. Voilà, pour moi, c'est pas ça le débat. Ce qui fait les richesses des nations, ce n'est pas le pétrole ni le gaz, c'est autre chose. Autre chose comme quoi? La première révolution industrielle a développé l'Europe, la seconde idem. Je pense que c'est le progrès technique qui a été à la base de leur richesse et pas le pétrole ni le gaz. Le pétrole et le gaz, c'est des facteurs qui ont contribué au progrès technique. Mais de base, c'est pas ça qui a fait la richesse de l'Europe. On en reviendra à la dernière question. Et même à l'époque de la première révolution industrielle, c'était pas le pétrole, c'était le charbon. Donc, par rapport au FMI, peut-on se passer du FMI? Il faut qu'on s'accorde sur une chose. Déjà, pour les chapelles de solutions, le gouvernement actuellement est en train de chercher pratiquement des solutions partout. Et je te dis tout à l'heure qu'on applaudissait le fait qu'il puisse sortir 750 milliards sur de nouvelles niches fiscales. Et si on reprend le livre de Sonko, à savoir Solutions, lui, il avait dit à l'époque que augmenter la pression fiscale d'un point, ce serait l'équivalent de ces 658 milliards de plus sur les recettes de l'État. Donc je pense qu'ils sont un peu sur cette bonne voie. Il faudrait que tout le monde sait que le poids de l'informel, il est énorme dans ce pays. C'est pratiquement 95% du tissu industriel, c'est carrément 40 à 48% du PIB, mais en retour, c'est à peine
un peu moins de 14% des recettes fiscales. Donc, tout le monde sait qu'actuellement, il faudrait impérativement faire de sorte que l'on puisse éventuellement taxer l'informel pour s'en sortir. Ça, c'est un. Ça, c'est un des points de sortie de solution que le gouvernement a. Le deuxième point a trait aux renégociations avec les FMI. Maintenant, ces renégociations, c'est vrai, il est vrai, ces renégociations auront trait à certains points de caractère. On parlera éventuellement de faire sauter tout ce qui est subvention. On sait que les FMI veut qu'on enlève tout ce qui est subvention sur l'électricité. Le Woyof est devenu diesel, mais bon, on va encore mourir. Ça, il faut le dire. Au-delà de ça, il y a le prix à la pompe, que ce soit l'essence ou le gasoil. Les FMI aussi va mettre un peu de pression pour qu'on enlève la subvention qui est mise là-bas. Ça fera aussi grimper un peu les coûts de ces choses. Donc, pour moi, on a prêté l'arme au FMI pour nous contraindre à faire certaines choses. Wade avait refusé parce que Wade n'avait pas donné au FMI une logique de se faire guillotiner. Macky Sall avait refusé. Et toujours est-il, on en revient à cette fameuse vérité. Est-ce que la vérité qu'on a vécue, est-ce que cette vérité à dire, et la vérité peut être subjective, il faut le préciser, parce que d'aucuns considéreraient éventuellement que la dette contractée ou les prêts contractés dans ces services bancaires devaient être impérativement mentionnés sur la globalité de la dette. D'aucuns te diront que non. Mais c'est un sujet à débat qui est ouvert. Mais est-ce que cette supposée vérité vaut aujourd'hui le fait de ne plus avoir de bourse de sécurité familiale pour des milliers de ménages, vaut le fait aujourd'hui que le prix du kilowatt devrait éventuellement passer de 97 francs en moyenne pour grimper peut-être vers les 117 et plus, vaudrait aussi que peut-être l'essence qui est pratiquement à 1000 francs puisse atterrir après à 1200 francs ou 1300 francs. Est-ce que cette supposée vérité vaut le fait que nous, Sénégalais, nous payons trop cher ce genre de service? Et je le rappelle toujours, à la base, on a beau dire des choses, c'était un règlement de compte politique et qui a suscité ce besoin de sortir, dire qu'il y avait une dette cachée. C'était dans un contexte électoral, ça a été dit, et ça nous vaut aujourd'hui depuis 2 ans le fait que nous payons cher et nous allons continuer à payer cher durant ce mandat. On ne peut pas toujours rattacher la sortie de ce gouvernement-là à la politique. Moi, je dis, ils ont osé venir dire qu'ils vont gouverner, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la transparence. Dans la transparence. Ouais. Donc, ils ont le droit actuellement de dire aux citoyens sénégalais ce qui se passe réellement. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Madame, donc, sais-tu que dans le monde, il y a ce qu'on appelle les guerres de l'opium? Explique-moi. L'opium, tu sais que c'est une drogue qui aujourd'hui est considérée comme étant une chose pas bien du tout. En Chine, il y a eu ce qu'on appelle les guerres de l'opium. La Chine, l'Angleterre et la France. C'était chose licite. Donc la France et l'Angleterre se sont battus en principe pour le marché chinois. Juste pour dire par là que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, les affaires d'État ou les affaires de finances internationales, ce n'est pas des affaires d'enfants de cœur. D'enfants de cœur, comme tu dis, oui. Non. Il faut être un peu ingénieux, il faut savoir jouer avec certaines choses. Pour certains, c'est une bonne chose d'être transparent, totalement transparent. Pour d'autres, c'est un manque à gagner, c'est une souffrance en plus, c'est pratiquement des morts en plus, c'est un défaut d'investissement public qui aurait pu servir ce pays aussi bien dans le domaine de la santé, de l'éducation et tout ce qui s'ensuit. Le pesant d'or, est-ce que cette vérité en vaut la peine? C'est ça la grande question. Et je précise toujours qu'il y en a qui pensent que cette dette qu'a pratiquement la Sénélec ou une autre société parapublique, l'inscrire dans la globalité de l'État ne se justifie pas. Carrément. Et ils peuvent avoir raison de ne pas comptabiliser la dette que la Sénélec paye sur la comptabilité publique de l'État. Donc, en résumé, moi, ce que je dois comprendre, c'est qu'il faut savoir mentir pour diriger un État. Bon, c'est pas qu'il faut savoir mentir, il faut savoir lisser les choses. Il faut savoir, pour dire ça en bon français. Il faut savoir suivre ses intérêts et les intérêts de sa population pour être un bon dirigeant. Maintenant, suivre ses intérêts et les intérêts de sa population pour atteindre ce but, il arrive de ruser. Parce que moi, je dirais que c'était une ruse. Il arrive de ruser pour pouvoir atteindre ce but. Ici, tout le monde ruse, qu'on le veuille ou pas. C'est la seule vérité qui existe. C'est ton avis. Mais en résumé, pour conclure ce débat,
Y a-t-il une solution? Ouais, je te le dis, ils sont en train de voir une solution, mais la solution, qu'est-ce qu'elle coûtera au Sénégal? Et c'est ça la grande question. C'est vrai, ils vont augmenter les recettes, mais au-delà de ça, pour que les FMI puissent accorder un nouveau plan de financement, ce sera des conditions strictes. Et en parlant de conditions strictes, ça, je te l'ai dit tout à l'heure, il faudra arrêter les subventions. Et quand on enlèvera les subventions, ce sera les Sénégalais qui paieront. Bon, de toute façon, les Sénégalais payent toujours. Donc, pour clôturer ce débat, y a-t-il un dernier mot? Bon, il n'y a pas un dernier mot, juste te remercier et inviter les gens à suivre notre petit talk. Ah, Ça sera toujours comme ça. Je pense que ce sera des discussions ouvertes, mm. free, où on parlera de N de choses en tant que d'anciens ressortissants de la FASEC, on va dire. Et présentement aussi, que nous soyons des acteurs de l'économie de ce pays. Donc, merci beaucoup et puis on se retrouve dans un autre épisode. Merci à toi.